Afrique de liberté, je vous salue. La majorité présidentielle d'Emmanuel Macron s'effondre à l'Assemblée nationale française. Quelles conséquences pour la politique africaine de la France? Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Excellent dimanche à travers l'Afrique, les diasporas africaines. Amis africains, amis américains, amis asiatiques, amis européens de l'Afrique des libertés, je vous salue. Et je vous souhaite la bienvenue à cette brève émission de décryptage. Emmanuel Macron perd la majorité parlementaire en France. Du jamais vu. Quelles conséquences pour la politique africaine de la France? Laissons Clara Blon chanter la résurrection. Que nos ancêtres ont délisé, que le Tout-Puissant accompagne la lutte des Africains pour s'affranchir de la domination. Et que tous ceux qui ont la main et le pied posé sur le cou de l'Afrique mordent régulièrement la poussière. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je suis chagrinée, Yahweh. Je suis rejetée. Je suis minimisée. Tout va mal pour moi. Toi qui as fait les cieux, simplement fais ta parole. Et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh. Adonai, oh. Jésus, tu es bon. Adonai, oh. Protégez et partagez cette émission. Quelles conséquences pour l'Afrique, la perte de la majorité à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez cette conférence. En ce dimanche 19 juin 2022, Clara Blon chante la résurrection de l'Afrique. Merci à toi, Clara Blon. Africaine, Africain, amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté. Une grande date politique a lieu en France et elle a des conséquences dans la politique africaine de la France. Monsieur Emmanuel Macron, qui a été récemment réélu président de la République française, sera décidément le président qui aura été élu par défaut et qui ne pourra décidément pas gouverner tout au long de son second mandat, qui sera donc un mandat piégé, un mandat saucissonné, un mandat paralytique, un mandat désossé. Car ce soir, 19 juin 2022, le peuple français qui a vu venir une concentration inédite des pouvoirs, qui a vu menacer, disparaître plusieurs de ses libertés fondamentales, a décidé d'arracher le contrôle total de l'Assemblée nationale au président qui avait été réélu par défaut contre le Front national au nom du mythe désormais effondré du Front républicain.
En attendant que les résultats définitifs soient publiés, on retiendra ceci. Le champ politique français est désormais fracturé en 4 grands morceaux. Ensemble d'Emmanuel Macron, qui pourrait se situer entre 200 et 230 députés, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue au Parlement, à l'Assemblée nationale française. En seconde position vient la NUPES, Nouvelle Union Populaire et Écologique et Sociale, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, qui se situerait entre 190 et 200 députés, voire un peu plus. En troisième position, le Rassemblement national de Madame Marine Le Pen, qui entre avec fracas, avec une gamme qui va entre 80 et presque 100 députés, eh bien, à l'Assemblée nationale. Et en quatrième position, la droite traditionnelle, les Républicains, qui se situerait entre 60 et à tout prendre 70 ou 75 députés. Voilà les 4 morceaux du champ politique français, tel qu'il va être représenté à compter de ce jour à l'Assemblée nationale. Très clairement, ça veut dire que M. Emmanuel Macron, président de la République, et son gouvernement ne disposent pas a priori de la capacité de réaliser leur programme. Puisque pour réaliser son programme, un gouvernement a besoin de la majorité parlementaire et que M. Macron n'a pas les 289 députés nécessaires pour être sûr de faire passer ces projets de loi ou les propositions de loi de son camp. Alors, restons encore dans la description de cette situation interne. Qu'est-ce que cela veut dire? À quelles conditions y aura-t-il un gouvernement en France dans les prochaines semaines? Pour qu'il y ait un gouvernement en France, il va donc falloir qu'Emmanuel Macron puisse mettre en place une coalition. Quelle est donc la coalition la plus probable? Étant donné qu'Emmanuel Macron et son régime, pendant notamment le deuxième tour des législatives, se sont attachés à diaboliser au même titre l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen et le Rassemblement national et la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale de Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons en déduire, premièrement, que Emmanuel Macron va chercher à passer une alliance de gouvernement avec la droite, les Républicains. Mais, étant également donné que M. Christian Jacob et une bonne partie des députés nouvellement élus à droite ont juré de ne pas laisser disparaître leur parti, les Républicains, à l'intérieur de la majorité présidentielle de Macron appelée Ensemble et dont le noyau dur est constitué par La République En Marche, il s'ensuit que le débauchage par Emmanuel Macron des députés des Républicains pour sa majorité présidentielle minoritaire, eh bien, ce débauchage va coûter très cher en termes de positionnement. Vous êtes déjà 1000 personnes pratiquement ici sur YouTube. S'il vous plaît, rendez-vous sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé parce que, eh bien, il y a des attaques cybernétiques pour nous empêcher d'aller au bout de notre analyse. Protégez votre conférence. Vous êtes presque 1000 également sur Facebook. Protégez votre conférence par les 2 gestes que vous connaissez. Rendez-vous sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et partagez chacune et chacun, s'il vous plaît, au moins une fois. J'en profite pour souhaiter une bonne fête des pères à chacun d'entre vous, à tous ceux d'entre vous qui avaient la grâce, la bénédiction et la lourde responsabilité d'être père en ce dimanche dans le monde. Voilà. Mes chers amis, on peut reprendre. Étant donné que les députés des Républicains qui viennent d'être élus
se sont également jurés pendant la campagne de ne pas devenir des suppôts ou en tout cas des compléments du régime d'Emmanuel Macron. Il s'ensuit que les négociations vont être extrêmement difficiles et qu'Emmanuel Macron pourrait même être amené à abandonner le poste de Premier ministre à un homme politique issu du groupe Les Républicains, abandonner de nombreux postes importants de son gouvernement pour pouvoir avoir une relative garantie de faire passer des lois à l'Assemblée nationale. Bref, en réalité, on s'attend à une négociation ardue et très dure pour Emmanuel Macron avec les Républicains afin un tant soit peu de gouverner. De l'autre côté, Emmanuel Macron et ses stratèges vont multiplier des manœuvres pour diviser la NUPES. Ils vont tenter d'opposer les élus de la France insoumise aux élus du Parti communiste, aux élus du Parti socialiste, aux élus du Parti des Verts, le Parti écologiste. Ils vont essayer vraiment de fractionner autant que possible la NUPES pour pouvoir débaucher opportunément un certain nombre de députés qui voteront avec eux et permettront à un gouvernement Macron de fonctionner. Dans tous les cas, à supposer qu'Emmanuel Macron réussisse à passer un accord de gouvernement avec le parti de droite, les Républicains, ou qu'il réussisse à débaucher une partie des députés de la majorité NUPES de gauche. Dans tous les cas, c'est un Emmanuel Macron sans marge de manœuvre, dépendant des minorités parlementaires. C'est un Emmanuel Macron dépendant de minorités parlementaires qui, en réalité, devra gouverner littéralement sous la surveillance de ses alliés, lesquels sans cesse le lui feront payer cher en termes de renoncement à son programme politique, en termes de partage des postes de pouvoir, en termes d'équilibre même des rapports de force politique à l'intérieur du pouvoir. On peut donc conclure le premier point sur l'analyse politique interne et dire ceci: Emmanuel Macron ne pourra pas gouverner authentiquement la France pendant les 5 années qui viennent. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Probablement, dans les 2 années qui viennent, si des obstacles se multiplient, précisément parce qu'il n'a pas de majorité, il n'est pas exclu qu'il provoque une dissolution pour convoquer à nouveau les Français dans les urnes afin de clarifier la question de la majorité parlementaire. Mais c'est un pari risqué pour lui, parce que cela pourrait au contraire pousser les Français à le punir encore plus sévèrement de sa témérité, en le débarrassant cette fois-là même de la majorité relative qu'il a aujourd'hui. Donc en fait, quelle que soit la manière dont on analyse le résultat du second tour des élections législatives en France, on est amené à reconnaître que Emmanuel Macron ne pourra pas appliquer le programme qu'il comptait appliquer. Emmanuel Macron ne pourra pas mener la France comme il le voulait. Or, tous les sondages les plus sérieux qui ont été effectués auprès de l'électorat français pendant cette période électorale, pendant cette période législative, ont permis de constater que le peuple français, dans son écrasante majorité, soit à 70%, pour la plupart des sondeurs, ne voulait surtout pas qu'Emmanuel Macron ait la majorité à l'Assemblée nationale. La majorité absolue. Pourquoi? Parce que le peuple français a observé pendant les 5 premières années d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron que celui-ci avait une tendance à la dérive autoritaire. Son comportement envers le mouvement des Gilets jaunes, la brutalité inouïe envers le mouvement des Gilets jaunes, a été sanctionné dans les urnes par le peuple français. Celui qui a servi de lieutenant dans l'exécution de ce plan violent contre le peuple français, Christophe Castaner, a été renvoyé au village. Il a été battu. Le peuple français a voulu dire une fois de plus qu'il n'avait pas confiance en Emmanuel Macron pour lui confier les pleins pouvoirs au Parlement en faisant tomber
le président sortant de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, celui même qui est le président sortant de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron, a été battu. Les électeurs de sa circonscription s'étant concentrés pour envoyer à Emmanuel Macron un message. Nous ne voulons pas vous confier les pleins pouvoirs. Et c'est le message que toute la France lui envoie ce soir. Nous ne vous faisons pas suffisamment confiance pour vous donner et la présidence de la République par défaut contre Marine Le Pen et l'Assemblée nationale avec une majorité qui vous permettra de passer outre les libertés chèrement acquises par les générations précédentes de Françaises et de Français et nous mener littéralement en bateau. Comme on l'a vu, deuxième sujet, avec la gestion de la pandémie de la Covid-19, qui a été utilisée pour brimer les Français, brutaliser les Français, moutoniser les Français, traiter les Français comme un peuple mineur. Fameuse pandémie de la Covid-19 qui a aussitôt disparu avec l'apparition de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comme par enchantement. Plus personne n'en parle. Le Covid a fui. Alors qu'au mois de janvier, nous étions encore sous des restrictions drastiques, qu'au mois de décembre, nous étions encore soumis à la pression, à la trivaccination, le conflit qui éclate en février, mars, avril, mai et juin, aujourd'hui, donc entre la Russie et l'Ukraine, est devenu le sujet d'actualité le plus important. J'étais très ému de voir comment dans tous les QG des états-majors politiques, notamment de l'opposition, ça s'embrassait et que les gestes barrières avaient disparu. On se demandait si on était vraiment en France en 2022 et dans la France qui nous était promise par le régime Macron à la fin 2021. À la fin de l'année 2021, on n'était pas sûr de pouvoir circuler à l'extérieur sans masque. Et tout d'un coup, tout cela n'est plus valable. On a retrouvé un fonctionnement optimal et quasi normal de la société par rapport à cette pandémie. Et le peuple français se souvient que plusieurs fois il a été traité comme un enfant mineur, que plusieurs fois il a été contraint, que plusieurs fois il a été soumis à des difficultés, à des contraintes, que l'on a levées sans justification suffisante. Et c'est la deuxième raison pour laquelle la confiance a été perdue entre le peuple français et le gouvernement Macron. La gestion de la pandémie, les mensonges sur l'usage ou non du masque, les imprécisions sur l'origine du virus, ses conditions d'apparition, etc. Tout cela a détricoté et rompu la confiance. Enfin, il y a des scandales qui ont éclaté entre-temps, comme le scandale du cabinet McKinsey. Un cabinet qui s'est rempli les poches de milliards d'euros, de centaines de millions d'euros de la fortune publique française, alors même qu'il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires hautement qualifiés, capables de donner des conseils de meilleure qualité encore que ceux que ce cabinet McKinsey donnait. Bref, le peuple français a eu l'occasion, par plusieurs fois tout au long du premier mandat d'Emmanuel Macron, de perdre confiance en lui. C'est ce message qu'il lui a envoyé ce soir. C'est donc un président de la République qui jouit de la légitimité de l'élection présidentielle, mais laquelle légitimité a été piégée et amenuisée. Elle a même été mise entre parenthèses par la délégitimation, puisqu'on lui refuse le pouvoir d'exécuter le programme pour lequel il revendique l'élection présidentielle. Il faut ajouter un quatrième sujet. Le coût de la vie qui frappe aujourd'hui le peuple français est exceptionnel. Et l'un des mystères de l'élection présidentielle 2022, c'est comment un président a pu être élu comme M. Macron l'a été, alors que le prix du carburant à la pompe était supérieur à celui que l'on avait lorsque les Gilets jaunes se sont révoltés. Comment un président a-t-il été élu par le peuple français alors que le prix des produits de première nécessité a explosé dans les supermarchés? Comment un président a-t-il pu être élu alors que plus que jamais le peuple français tire le diable par la queue? Voilà un autre sujet. Un mystère qui commence à être éclairé par cette défaite aux législatives. Or donc,
son élection était une élection par défaut. Ce n'était pas une élection d'adhésion, car dans la Ve République de tradition, lorsque le vote pour le président à l'élection présidentielle a été un vote d'adhésion, bien souvent il obtient, presque mécaniquement, effectivement, une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. Donc, voici des sujets qui, en réalité, font que le président Macron n'a pas la confiance du peuple français et il n'a pas la confiance de l'Assemblée nationale française. D'où on peut aborder maintenant, sérieusement, la question qui se pose à nous. Quel est l'impact de cette défaite électorale? Quel est l'impact de la perte de la majorité absolue d'Emmanuel Macron, eh bien, à l'Assemblée nationale en France? Quel est l'impact de cette défaite sur sa politique africaine? D'abord, il faut commencer par faire une première remarque. C'est que la politique africaine de la France n'est ni de droite ni de gauche. C'est une politique qui, dans ses grandes lignes, est restée une politique néocolonialiste. Je recommence. Et ça, c'est vraiment déjà pour doucher l'euphorie qui pourrait s'être emparée des peuples africains en lutte, que je commence par poser cette règle qui est enseignée par l'histoire de la relation franco-africaine. Vous devez constater ceci. La politique africaine de la France n'est globalement ni de droite ni de gauche. C'est une politique qui a pour but, dans toute la mesure du possible, de conserver le maximum des avantages acquis du passé colonial de la France dans son rapport avec l'Afrique. Voilà pourquoi, malgré les alternances politiques qui ont eu lieu à l'Élysée et malgré les alternances politiques qui ont eu lieu au Parlement français, les fondamentaux de la politique africaine de la France n'ont jamais été remis en cause. Je m'explique. Le président François Mitterrand a été élu par une majorité de gauche en 1981, président de la République française. Les mandats étaient alors de 7 ans. Il a fait un premier mandat de 1981 à 1988, ayant battu Giscard d'Estaing. Il a fait un second mandat de 1988 à 1995. Pendant les 2 mandats de 14 ans de François Mitterrand, les camps militaires issus de la période coloniale de la France en Afrique n'ont pas été démantelés. La monnaie néocoloniale française, le franc CFA, l'arnaque totale contre 14 pays africains n'a pas été levée sous un président de gauche, François Mitterrand. Le rôle trouble de la France dans la fraude électorale, dans les coups d'État, dans les éliminations de dirigeants africains nationalistes et souverainistes, n'a pas été modifié, y compris son implication dans le scandaleux génocide rwandais, avec 1 million de personnes assassinées, qui devait être le point d'achèvement du séjour d'un président de gauche à la tête de la France. La contribution coupable de la France au génocide rwandais. Donc, je tiens à dire aux Africaines et aux Africains qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Il y a eu un président de gauche en France, de 1981 à 1995. Il n'a pas changé la politique néocoloniale de la France. Il a été remplacé par Jacques Chirac. Jacques Chirac n'a pas changé cette politique qui avait été mise en place par le général de Gaulle. Et son homme de main, Jacques Foccart. Chirac a été élu 2 fois, de 1995 à 2002. Pendant son premier septennat, il a fait réduire les mandats présidentiels à 5 ans, puis il a été élu de 2002 à 2007. De 1995 à 2007, Jacques Chirac aura connu, et cela avait déjà été connu par François Mitterrand avant lui, il aura connu, Jacques Chirac, une cohabitation avec Lionel Jospin. Tout comme François Mitterrand avait connu une cohabitation avec Jacques Chirac. Donc,
les deux grandes formations politiques de France ont coexercé le pouvoir pendant que se poursuivait la politique de la France-Afrique. Lors de la cohabitation Mitterrand-Chirac, la politique de la France-Afrique s'est poursuivie. Là-dessus, il n'y avait pas de désaccord flagrant entre le président de la République en exercice et le premier ministre de l'opposition, Chirac. Sous Jospin, Jospin est premier ministre alors que Chirac est président. La cohabitation continue, avec quelques nuances près. Il y a une certaine sensibilité de Jospin, par exemple, pour le pouvoir de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Ça a dû aider en partie à faire reconnaître sa victoire contre le général Gueye, eh bien, en octobre 2000. Mais, globalement, la politique africaine de la France ne change pas de fond en comble sous Jospin. On a toujours les camps militaires français qui sont maintenus, donc le contrôle militaire sécuritaire de l'Afrique par l'armée française. On a toujours la monnaie néocoloniale française qui est maintenue sous Jospin. On a toujours l'influence et l'implication eh bien, des officiels politiques français dans les processus de changement à la tête des États africains. Et on a toujours, bien sûr, le contrôle culturel de l'Afrique francophone par les institutions de la francophonie. Sous Jospin. Je continue à vous brosser cette histoire. Jacques Chirac cède le pouvoir à Nicolas Sarkozy. Alors là, la France-Afrique vit de très belles années avec Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Sarkozy perd l'élection de 2012, arrive au pouvoir un certain monsieur François Hollande, qui, à la proposition 58 de son programme, avait écrit ceci: « Je mettrai un terme à la France-Afrique ». C'était écrit. Moi, j'étais membre du Parti socialiste français. Et c'est à cause de la trahison de François Hollande que j'ai jeté ma carte de ce parti. Hollande nous dit, proposition numéro 58 de son programme, « Je mettrai un terme à la France-Afrique ». Mais Hollande a été président de 2012 à 2017 et il n'a pas mis un terme à la France-Afrique. François Hollande n'a pas retiré d'Afrique les camps militaires qui dataient de la période coloniale. François Hollande n'a pas, lui, homme de gauche, supposé. Et maintenant on sait qu'il l'était, mais de manière purement cosmétique. Il n'a pas mis un terme à la monnaie néocoloniale, à l'instrument d'exploitation, au péage douanier de la France sur 14 pays africains, le franc CFA. Et Hollande ose se prétendre toujours encore de gauche, pour ceux qui ne le connaissent pas. François Hollande n'a pas mis fin à l'émission de la puissance française dans le processus de transmission du pouvoir politique en Afrique francophone. Et enfin, François Hollande n'a pas mis fin à l'hégémonie culturelle, l'ancienne puissance coloniale, sur ce qu'elle continue de considérer aujourd'hui même comme étant son précaré. Quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, Facebook, mes chers amis sur Facebook, faites un partage, nous sommes attaqués, on veut nous empêcher d'aller au bout. Emmanuel Macron fait la synthèse en réalité des deux hypocrisies de droite et de gauche envers la politique africaine de la France. Il la continue tout simplement. C'est elle qui se traduit par son couronnement d'un putschiste en N'Djamena, Kaka Mahamat Déby. C'est elle qui se poursuit par son adoubement d'élections truquées de constitutions violées au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger, au Gabon, au Congo. C'est la même France-Afrique. Emmanuel Macron incarne la France-Afrique à nouveau décomplexée. Elle commençait à être complexée avec les Hollande. Elle commençait à être un peu complexée avec Jospin. Mais avec Emmanuel Macron, elle revient décomplexée. On fait le tri, on fait ses courses entre des coups d'État qui sont jugés positifs. On caresse Damiba, Henri-Paul Sandaogo du Burkina dans le sens du poil. On matraque le coup d'État révolutionnaire et populaire du Mali. On caresse Mamadi Doumbouya de Guinée. On matraque le Mali. On comprend que Macky Sall soit tenté par un troisième mandat. On aide Alassane Dramane Ouattara à continuer à tenir le peuple de Côte d'Ivoire en otage alors qu'il est un violeur de constitution. On ferme les yeux sur les massacres au Cameroun anglophone de Paul Biya au Cameroun. On ferme les yeux sur
la barbarie de Fort Gnassingbé au Togo, on ferme les yeux sur la continuité de la barbarie des Bongo, des Sassou envers leurs peuples respectifs, la vie continue sous Emmanuel Macron. Donc, j'insiste sur le premier argument. La politique africaine de la France, eh bien, ne changera pas en France. Elle changera donc plutôt en Afrique. Et ça, c'est mon deuxième argument de conclusion. C'est en Afrique que la politique africaine de la France va changer. Ce qui change ici en France, c'est que le gouvernement a beaucoup moins les coudées franches pour mener cette politique. Mais il va la maintenir. Quels que soient les gouvernants qu'on va avoir à la tête de la France, dans cette période de fragilité de la majorité macronienne, ces gouvernants maintiendront tant bien que mal, du mieux qu'ils pourront, la politique africaine de la France. Car on n'a pas vu, dans la droite et dans la gauche de gouvernement, une très grande appétence à la décolonisation de l'Afrique. Et même à la décolonisation de la France elle-même. Le compte n'y est pas. Même quand vous allez voir les propositions les plus hardies de la gauche ferme, incarnée par la NUPES, si vous leur mettez l'obligation de vous donner une date à laquelle ils démantèleront le franc CFA, ils ne vous diront pas. Si vous leur mettez l'obligation de vous donner une date à laquelle ils vont retirer tous les soldats français des camps militaires issus de la période coloniale en Afrique, ils ne vous la donneront pas. Si vous leur mettez l'obligation de voter une loi interdisant le soutien aux dictatures, de la voter ensemble, vous n'obtiendrez pas d'unanimité parmi eux. Pourquoi? Parce que, pour l'essentiel, la classe politique française est incapable de concevoir la puissance française sans le maintien de son influence, de sa prépondérance, de sa primauté sur les intérêts des peuples africains. La classe politique française, de tous bords, de droite, de gauche, du centre, souffre d'un malaise intellectuel. L'incapacité de concevoir la puissance française sans la domination et l'exploitation privilégiée de l'Afrique. Alors, vous entendez souvent, dans certains milieux, que ce soit de la gauche, de la droite ou du centre politique français, l'argument « attention Africains, il y a la Chine et il y a la Russie qui arrivent, ils sont pires que nous ». Cet argument cache la même défaite intellectuelle. Au lieu de dire aux Africains de se méfier des Russes et des Chinois, alors que les Africains sont suffisamment mûrs pour savoir avec qui ils marchent et pourquoi ils marchent avec qui, il faudrait plutôt réformer le regard et la vision de la puissance française dans son rapport à l'Afrique. Ce dont sont incapables, eh bien, les membres de l'écrasante majorité de la classe politique française. Ils sont incapables d'imaginer une France qui n'aurait plus le statut de tenancière de la plume sur les questions d'Afrique francophone à l'ONU. Ils sont incapables d'imaginer une France sans zone d'influence africaine. C'est pas possible. Quand vous allez avec ces débats de fond auprès de l'establishment politique français, de gauche, de droite et du centre, vous rencontrez un mur du silence. Parfois même un mur de méfiance. Si ce n'est même, à un moment donné, un mur de colère et de mépris. Donc, je reprends mon second argument. Le changement de la politique africaine de la France, son centre, ce n'est pas la France. Ce n'est pas en France que ça va se passer. Le centre de ce changement, le centre de cette rupture, c'est l'Afrique. Ce sont les peuples africains, ce sont les élites africaines qui doivent prendre les décisions, qui vont obliger à la réflexion, à la rupture, à un réexamen, à la revisitation, eh bien, la théorie africaine de la classe politique française. Le centre de l'émancipation de l'Afrique, ce ne sont pas les changements politiques en France, ce sont les changements politiques, sociétaux et spirituels en Afrique. De toutes les façons, c'est une loi de l'histoire qu'on ne peut pas libérer un peuple sans lui-même, sans sa propre participation. Je recommence. On ne peut pas libérer un peuple sans lui-même. On ne peut pas libérer les Africains sans eux-mêmes. Imaginons même qu'une classe politique vertueuse émerge en France et qui aimerait que les Africains soient libres. Si les Africains ne sont pas convaincus, si les peuples africains ne sont pas déterminés à arracher et exercer cette liberté, même quand on la leur donnerait comme un gâteau d'anniversaire, eh bien cette liberté ne serait pas vraie. Ce serait encore en réalité de nouvelles chaînes,
déguisé sous la flatterie de la gentillesse de celui qui vient libérer quelqu'un qui veut rester esclave. Il n'y a pas pire esclave que celui qui ne veut pas être libre. Alors, quelles sont ces luttes? Ce sont les luttes que nous observons au Mali, où le peuple malien et l'élite de l'armée et une élite de la classe politique ont décidé de changer de paradigme, de bâtir par le Mali Koura un Mali pour les Maliens, un Mali des Maliens. Ce sont ces luttes qui sont esquissées en Centrafrique, certes avec beaucoup moins de panache, parce que la lisibilité des transformations en cours en Centrafrique est une lisibilité hésitante, je dois le dire. Mais c'est la même lutte. C'est cette lutte qui est entamée aujourd'hui au Sénégal, avec Ousmane Sonko. C'est la lutte que nous menons en Côte d'Ivoire, avec le leader authentique de la résistance ivoirienne, Guillaume Kibafori Soro et Génération Un Peuple Solidaire. C'est cette lutte-là qui est engagée au Niger contre l'imposture de Bazoum. C'est cette lutte-là que le président Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, incarne au Cameroun. C'est cette lutte qu'au Togo incarne le docteur Agbeome Kodjo contre l'imposture de l'usurpateur du palais présidentiel de Lomé, Faure Gnassingbé. Vous voyez, il y a toute une Afrique en lutte pour l'accouchement d'une classe politique et d'institutions politiques qui soient au service de ses aspirations les plus profondes. Cette lutte-là a pour dimension spirituelle et intellectuelle la sortie du paradigme démocratique vers le paradigme mahatique. Je recommence. La lutte africaine suppose même que les Africains cessent de regarder la démocratie occidentale comme leur horizon et leur idéal politique. Que les Africains revisitent leur propre histoire politique, leur propre tradition politique. Je le disais l'autre jour du Mali, en disant, mais le Mali a une déclaration des droits de l'homme qui précède toutes les déclarations occidentales des droits de l'homme. La charte de Kouroukan-Fougan, 1236. Donc quand le Mali est en train d'écrire sa nouvelle constitution, ce ne sont pas les textes de la démocratie occidentale qui doivent être sa référence, mais les grands textes et les grandes étapes de la réflexion malienne et africaine sur l'humanité de l'homme. Et à ce moment, on peut remonter jusqu'à la grande civilisation négro-égyptienne pharaonique qui, avec le texte de la Mat et de ses 42 règles, a anticipé même sur tous les textes du judéo-christianisme la question de la justice sociale, de la justice politique, de la justice économique et de la justice cosmique. Donc, n'oubliez pas que le combat de l'Afrique pour son émancipation est un combat qui va jusqu'à repenser l'horizon politique, l'idéal politique, la vision politique, la compréhension du politique, à partir de la triade solidarité, justice, vérité, la triade de la Mahat. De telle sorte que l'Afrique, dans son processus de sortie de la domination néocoloniale française et impérialiste occidentale, l'Afrique a non pas simplement un devoir de lutte politique, économique, sociale. L'Afrique a un devoir de lutte spirituelle, de refondation, d'auto-refondation spirituelle. Et tout cela ne peut pas être fait par la France pour l'Afrique, par l'Europe pour l'Afrique, par l'Amérique pour l'Afrique. Ce travail de reprise de soi, c'est le travail que l'Afrique doit faire sur elle-même, en gardant bien sûr les yeux ouverts sur les expériences des autres civilisations et des autres traditions politiques, en ce que ces expériences peuvent lui apporter de positif et d'utile pour la construction de son avenir. Donc, la France, à l'issue du second tour des élections législatives, la France est un bateau ivre. Emmanuel Macron n'a plus le gouvernail. Il s'évertuera pendant les 5 années qui ont débuté à sauver les apparences. Mais quand on dit sauver les apparences, ça veut dire en réalité essayer de préserver ce qui a déjà été acquis. Car en fait, c'est le consensus minimal. Il s'ensuit que les acquis, les avantages que la classe politique, la classe économique, la classe industrielle, la classe intellectuelle, la classe spirituelle française a accumulé sur le dos des peuples africains, eh bien, globalement, les 5 années qui viennent vont voir cette classe politique se débrouiller pour les ménager, les conserver.
Elle aura beaucoup de mal à les augmenter parce qu'il n'y a pas d'unanimité suffisante en son sein. Mais ce sera le conservatisme france-africain, en un mot. S'il y avait un mot pour décrire la politique africaine de la France pour les 5 prochaines années, j'utiliserai l'expression de conservatisme france-africain. Ils vont essayer de conserver les acquis. Le changement ne viendra pas d'ici. Le changement ne viendra pas des joutes entre le parti au pouvoir et l'opposition, et les oppositions à l'Assemblée nationale française. Le changement viendra des peuples africains, ressurgis au centre de leur histoire, déterminés à se doter d'élites qui répondent à leurs aspirations, d'institutions qui correspondent à leur vision du monde, à leur idéal, à leur compréhension de l'universel, déterminés à être responsables de leur histoire. C'est de là que viendra le changement. Mes chers amis, voilà la réflexion que je voulais vous proposer ce soir. Je voulais, d'une certaine façon, dire aux Africains que prendre la défaite législative d'Emmanuel Macron pour une victoire africaine, c'est un peu hâtif. C'est précipité. Car en réalité, Emmanuel Macron, la gauche comme la droite de gouvernement en France, s'efforceront dans tous les cas de conserver les avantages acquis de la France-Afrique. C'est ce que l'expérience nous enseigne. Les alternances entre la droite et la gauche au pouvoir en France nous ont appris qu'il n'y a pas à attendre d'eux le miracle africain. Heureusement, le miracle africain doit venir des Africains eux-mêmes. Donc, regardons ces élections législatives avec une certaine délectation. Quand on voit Castaner, quand on voit Ferrand, quand on voit Le Drian, quand on voit un certain nombre de gens qui ont été sérieusement, authentiquement nuisibles aux intérêts des Africains, des peuples africains. Quand on les voit tomber, on ne peut s'empêcher de ressentir un frémissement de joie. Mais que ce frémissement de joie ne soit pas un aveuglement intellectuel, un aveuglement analytique pour les Africains. Les Africains doivent garder les yeux ouverts sur les luttes continentales, qui sont la clé, la vraie clé, eh bien, de la rupture avec la domination. Africaine, Africain, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vrai ici, encore plus qu'ailleurs. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les amis de l'Afrique des libertés à travers l'Europe, la France, l'Amérique, l'Asie, et puisse cette analyse à chaud, ce 19 juin 2022, contribuer à remettre les uns et les autres, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, au travail. N'attendons pas le bonheur de notre continent, eh bien des miracles venus d'ailleurs. Merci à tous. Je leur ai dit, je leur ai toujours dit, vous qui persécutez les enfants du bon Dieu, savez-vous de quoi l'année prochaine sera faite? Eh oui, bon nombre de ceux qui nous ont persécutés réfléchissent maintenant à l'ombre d'un arbre, sous la canicule de ces temps de France. Bon nombre de ceux qui pensent que les vies des Africains sont à leur merci, sont en train de mesurer le boomerang de l'histoire. Que sont-ils devenus? Les Le Drian, les Castaner, les Ferrand, les Montchalin. Que sont-ils devenus? Le peuple français les renvoie au chômage politique ce soir.
rejeté, Ouais. je suis minimisé, tout va mal pour moi. Toi qui as fait les choses simplement par ta parole, et moi suffit Ainsi de soit-il. ta part pour que ma situation change, Yahweh. Ainsi soit-il. Parle à ma faveur, Yahweh, Adonai, oh, Jésus, tu es mort, Adonai, oh, Parle un peu. Elohim, parle un peu. Merci à toi, Clara Blanc, l'amie de nos conférences, la voix de l'Afrique. Bonne fête des pères à vous tous, mes amis, à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et souvenons-nous de nos pères qui ont fait de nous les hommes que nous sommes. Béni soit-il. Et béni soit le Père, le maître de vie absolue. Merci, merci à tous. Bonne soirée.